Donc, bonjour à tous. Donc, suite aux mesures de confinement qui nous ont été imposées, on se retrouve dans la capacité de pouvoir vous donner des cours en présentiel. Donc, j'ai établi ici plusieurs petites vidéos que je vais vous présenter et qui vont vous permettre de comprendre le cours d'automatisation. Alors, la première vidéo va traiter du chapitre 3, qui est le chapitre dédié aux portes logiques. D'accord. Donc, je vais essayer d'être le plus descriptif possible en reprenant ce qui est écrit tout simplement dans les notes de cours et de parcourir ces notes-là avec vous. Donc dans ce chapitre 3, on dit que les fonctions peuvent être représentées à l'aide de symboles spécifiques répondant à des normes et dont le nom est porte logique. Alors les fonctions qui sont décrites ici sont les fonctions que nous avons vues lors du chapitre 2, le chapitre précédent. Alors dans ce chapitre, nous allons voir ces différents symboles, la manière dont sont construites les portes, ainsi que la forme sous laquelle on les trouve dans la pratique. Alors le point 1, symbole logique, on vous présente ici un petit tableau qui récapitule en fait toutes les différentes fonctions que nous avons vues. On voit par exemple dans la première colonne la porte AND, qui est la porte et en français, la porte OR, la porte OU, la NAND, la NOR, et puis les portes un peu plus spécifiques comme les XOR et les NXOR. D'accord. Alors, associés à ces différentes fonctions, nous avons leurs symboles présentés sous différentes symbologies et sous trois différentes normes. Alors, la première norme est la norme IEC, la deuxième norme c'est la norme DIN et la dernière norme c'est la norme American Standard qui est présente ici dans la troisième colonne. Alors, cette norme-ci, c'est la norme qui est la plus couramment employée. Et la dernière colonne représente tout simplement la valeur logique de la fonction exprimée sous base des différentes valeurs de variables présentées aux entrées de la porte. Alors, on voit par exemple ici que pour la porte E, la valeur de la fonction logique x, c'est égal au produit logique de A par B. Donc on a A fois B. Je vais utiliser Paint comme étant un petit tableau blanc. Donc nous avons pour dessiner la première porte, la porte E, qui est symbolisée par ce dessin-ci. Alors cette porte-ci comporte deux entrées. Une entrée que l'on va appeler A, tout simplement une première variable d'entrée, et une deuxième variable que nous allons appeler B, qui est la deuxième entrée. La sortie se présente de l'autre côté du schéma et est symbolisée par la lettre X. Nous avons dit que la valeur de la sortie était tout simplement le produit logique de A par B pour cette porte-ci. Alors nous pouvons faire une petite évolution de cette porte logique là. C'est par exemple si nous venons placer une petite boule au niveau de l'entrée A. Alors cette petite boule là veut tout simplement dire que nous prenons la valeur inverse de la variable d'entrée. Donc si par exemple la variable A vaut 0, la petite boule dit que nous allons prendre la valeur inverse de la variable, donc ça veut dire que la valeur de 1 logique sera vraiment présentée sur cette entrée-ci. D'accord. Alors à ce moment-là, pour adapter la formule de notre fonction logique, et bien comme la variable a est inversée avant d'être présentée à la porte, nous allons tout simplement prendre sa valeur inverse en mettant une petite barre au niveau du a dans la porte logique. D'accord. Donc c'est pour cela que dans le cours, certaines portes possèdent par exemple ici voilà, une petite boule au niveau de leur entrée. Alors ça devient une porte par exemple AND avec entrée inverse. D'accord. Alors cette porte-ci, si je reprends la même, elle est un petit peu plus compliquée parce qu'il y a une deuxième petite boule qui se situe à la sortie. D'accord. Donc ici ça veut tout simplement dire que la sortie de la porte sera inversée. Donc par exemple si nous prenons un exemple avec A égale 0, B égale 0, nous avons sur la deuxième entrée la vraie valeur de 0 qui sera présentée parce que nous prenons la variable directe, tandis que la variable a, elle, est inversée, donc nous devons prendre la valeur de 1. La porte E agit comme un produit logique, donc nous devons faire 0 fois 1, ce qui nous donne 0, et le 0 est inversé pour présenter en fait la valeur de 1 à la sortie. Donc ça veut dire que si nous devons adapter l'équation ici algébrique, nous devons inverser la sortie et donc inverser le produit total. Donc nous avons A bar fois B et le tout est inversé. Ce que nous retrouvons donc bien dans le cours ici, A bar fois B et le tout inversé. Alors nous avons différentes entrées avec les portes OR, les portes NOR
Alors on peut mixer un petit peu tout ce qu'on veut, les NAND avec entrée inverse, les NOR avec entrée inverse, etc., etc. Alors les portes logiques peuvent présenter deux entrées comme les premières portes ici, mais on peut tout simplement aussi avoir trois entrées, comme la porte par exemple ici inhibition. Alors, la porte inhibition est un petit peu particulière car c'est une porte comprenant trois entrées et si je dois regarder au niveau de l'équation, je vois que en fait la porte inhibition, elle prend les deux premières entrées, elle en fait la somme, nous avons A plus B, et nous multiplions cette somme-ci par la troisième porte inversée, la troisième entrée inversée. Donc, nous avons A plus B, entre parenthèses, fois C bar. D'accord? Alors, toutes ces portes-ci, en fait, se présentent sous forme de petits circuits intégrés, comme ceci. Alors, je peux vous montrer une image. Voilà. Donc, ce sont des petits composants électroniques qui possèdent plusieurs pattes numérotées, d'accord, tout simplement. Alors, à l'intérieur de ces composants-ci, nous pouvons retrouver tout simplement nos portes logiques. Je vois par exemple ici, j'ai une porte de type NAND, donc non et, car j'ai deux entrées, le symbole de la porte et une inversion au niveau de la sortie. Alors, la porte se présente de la manière suivante, c'est que sur les entrées sur les pattes numéro 12 et 13, nous avons les deux entrées A et B qui seront présentées à la porte logique. Le résultat se trouvant sur la patte numéro 11. Donc, par exemple, nous pouvons appliquer certaines tensions au niveau des pattes 12 et 13 et nous retrouvons la tension représentant l'état logique au niveau de la sortie, au niveau de la patte numéro 11. D'accord? Alors, ces composants-là peuvent être très facilement intégrés sur des cartes électroniques. Il en existe des plus grandes, des plus petites. La tendance actuelle est de miniaturiser tous ces composants-là. Donc, on peut retrouver même des composants très très petits qu'on appelle aussi des composants montés surface. Alors, au niveau de la page suivante, nous avons quelques exemples de circuits logiques à base de diodes. Alors, le premier circuit ici présente deux montages. Un montage qui représente une fonction AND et un montage qui présente une fonction OR. Alors ces deux montages-ci sont composés de diodes. Le symbole des diodes sont présents ici. Alors pour ceux qui n'ont pas encore regardé, j'avais déposé sur Moodle un petit complément expliquant le fonctionnement d'une diode. Alors je vais parcourir ça très rapidement avec vous et de manière résumée. Donc une diode, en fait, c'est un composant électronique très simple, composé de deux pattes. Une patte que l'on va nommer anode et une patte que l'on va nommer cathode. D'accord? Alors, ce composant-là, en fait, est tout simplement analogue à un interrupteur qui est commandable en tension. C'est-à-dire que si nous venons placer la tension positive sur l'anode et la masse sur la cathode, la diode va tout simplement laisser passer le courant et va être assimilée à un fil conducteur ou un interrupteur fermé. Tandis que si nous faisons l'inverse, si nous plaçons la tension positive sur la cathode et la masse sur l'anode, à ce moment-ci, la diode ne va pas conduire le courant et va agir comme un interrupteur ouvert. D'accord? Vous avez les deux circuits qui sont représentés ici et qui vous permettent d'illustrer les deux états de fonctionnement de la diode. Le premier cas, je mets la tension positive sur son anode, ce qui permet de la faire conduire, et donc la lampe va s'allumer. Le deuxième cas, l'anode est raccordée à la masse, et donc à ce moment-là, la diode ne conduit pas, elle va bloquer le courant, et la lampe va rester éteinte. Voilà. C'est le fonctionnement simplifié d'une diode. Alors, nous avons ici les deux circuits, donc nous avons l'alimentation ici plus 5 volts qui est raccordée à une résistance. Cette résistance étant raccordée aux trois entrées A, B, C, chacune représentée par la cathode d'une diode. Et la sortie X étant ici la valeur finale, la valeur de sortie de notre porte logique. Alors, pour résumer ici, si nous mettons un état logique de 0, c'est-à-dire un 0 volt, une masse, sur une des entrées, une des portes d'entrée de la variable, eh bien nous avons tout simplement les diodes qui vont se mettre à conduire, car elles vont avoir le plus 5 volts relié sur leur anode et la masse sur leur cathode, donc la tension ici, le courant pardon, va pouvoir passer.
D'accord? Ce qui veut dire qu'on pourra remplacer tout simplement une diode par un fil conducteur, et donc X sera au même potentiel que la diode qui conduit. D'accord? J'ai représenté dans le petit complément d'électronique les différents cas de fonctionnement. Donc voilà, par exemple ici, les trois entrées sont à 0 volts. Donc ça veut dire que les trois diodes vont conduire car leurs cathodes sont à la masse et leurs anodes sont raccordées au potentiel positif. Donc le courant va passer dans chacune des trois branches, X étant au même potentiel que directement les entrées à 0 volts. Donc ça veut dire que X est à 0 volts et donc au 0 logique. Si par contre une des entrées, si deux entrées sont à 5 volts et une est à 0 volts, eh bien les deux entrées à 5 volts vont bloquer le fonctionnement des diodes ici. Par contre, l'entrée étant à 0 volts va laisser un fonctionnement passant à sa diode associée. Et donc ici, dans le cas présent, le courant va pouvoir passer non pas par la branche A ni par la branche B, mais par la branche C. Donc X étant ici raccordé au même potentiel de 0 volts que la branche C, car la diode passe, et donc on peut la remplacer par un fil conducteur. Donc X est à 0 volts, donc au 0 logique. Pour que X soit à l'état haut, et donc au plus 5 volts par exemple, il faut que aucune des diodes ne bloque, parce que dès qu'une diode va bloquer, dès qu'une diode va passer, pardon, si je reprends le cas du milieu, X sera au même potentiel que le 0 volt. Donc il faut que chaque entrée soit à plus 5 volts pour que toutes les diodes soient bloquées, et donc X soit raccordé ici au potentiel positif. Donc cela veut dire que le fonctionnement de la diode, le fonctionnement du circuit électronique représente en fait un AND, donc une porte et, d'accord? Tandis que dans le deuxième cas, pour le deuxième fonctionnement, ici, ce sont les cathodes des diodes qui sont raccordées ici au 0 volt, à la masse. Donc en fait, pour que le X soit à l'état haut, donc à plus 5 volts, il suffit qu'il y ait tout simplement une seule des diodes qui soit passante. Donc si je reprends un petit peu les trois cas de figure ici, si chacune des entrées est portée à 0 volts, ça veut dire que la masse est raccordée à chacune des anodes des diodes, et donc aucune des diodes ne va conduire. X sera donc relié au potentiel de 0 volts de la masse. Donc X sera au 0 logique. Dès que je vais avoir une diode qui conduit, par exemple grâce à l'application de plus 5 volts sur la première branche, eh bien la première diode va conduire, les deux autres diodes vont bloquer car leurs anodes sont raccordées au 0 volts, mais le fait de pouvoir faire conduire la première diode et de la remplacer par tout simplement un fil conducteur mène le potentiel de plus 5 volts à X, et donc X est à l'état logique haut. Donc en fait, pour faire fonctionner ce circuit-là et avoir une sortie à l'état haut, il suffit qu'il y ait une seule des diodes qui conduisent, et donc l'application de plus 5 volts sur une seule des entrées. Donc cela veut dire que ça représente le fonctionnement d'une porte OR, donc d'une porte OU. Alors, le point suivant représente tout simplement les circuits à diode et transistors. Donc en fait, on reprend un petit peu le même fonctionnement des portes logiques, mais en intégrant le fonctionnement d'un transistor qui est symbolisé par le petit symbole ici. Alors tous ces circuits-ci ne seront pas étudiés car il est relativement compliqué d'expliquer le fonctionnement du transistor sans une explication présentielle. Donc ce qu'il faut surtout retenir ici pour le cours et pour l'examen, c'est le fonctionnement des deux schémas ici de circuits à base de diodes, pouvoir reconnaître lequel est une fonction AND, lequel est une fonction OR, et tout simplement pouvoir expliquer le fonctionnement. Donc le point 3, je ne rentre pas en détail dans le fonctionnement, si ce n'est que on peut reconnaître une partie gauche composée de diodes qui représente la partie AND, et la partie droite qui est la partie inversion avec le transistor. Et donc si on a une porte E avec une inversion, cela représente en fait une porte non E. D'accord? Nous avons le même symbole ici, le même fonctionnement, mais avec une source de tension en moins. Le point suivant en circuit à transistor, donc le point 4, le point 5 et le point 6 sont tous des circuits composés de transistors, donc je ne vais pas m'attarder non plus là-dessus, je préfère garder le temps pour voir la suite du cours.
Et le dernier point présent à la page 35 bis au niveau des portes logiques, c'est un exemple concret de porte logique qui est utilisé en aéro pour, par exemple, le système de warning du train d'atterrissage. Alors nous verrons des utilisations plus spécifiques aéronautiques. Parmi les plus importantes, ce sont celles qui consistent en la réalisation de circuits de sécurité comme les warnings. Alors les exemples sont étudiés dans la fonction application, mais voici néanmoins un petit aperçu qui concerne la sortie du train d'atterrissage. Il s'agit d'un système indiquant par voyant lumineux si tous les composants du train sont bien sortis. Alors voilà grosso modo à quoi ressemble le circuit. Donc nous avons 1, 2, 3 trains d'atterrissage qui sont le train principal tout simplement et le train de nez. Et ces trois trains-là possèdent des capteurs reliés à tout simplement deux portes logiques. D'accord ? Alors, de nouveau, ce circuit-ci, je l'ai expliqué dans la partie complément, qui se situe à la page suivante, à partir du slide 7. Alors, les deux fonctions logiques dont nous avons besoin, c'est la fonction NOR, présentée ici par le symbole suivant, et la fonction AND, avec entrée inverseuse, donc nous retrouvons bien le symbole AND avec les deux petites boules qui permettent d'inverser les entrées. Et j'ai mis à côté tout simplement le petit symbole et la valeur de la fonction logique à représenter avec les variables. Alors ici, les symboles sont présentés avec deux variables. Si je prends le symbole du train d'atterrissage, nous avons trois variables d'entrée, ce qui ne change quasiment rien au fonctionnement du circuit. Alors, pour petit rappel, dans le système de train d'atterrissage, une lampe verte représente en fait que le train est bien sorti et verrouillé. Donc ça veut dire que quand le train est rentré, la lampe verte doit être éteinte. La lampe rouge représente en fait un fonctionnement entre guillemets anormal du train d'atterrissage. Donc ça représente en fait le train qui est soit non sorti, soit sorti mais mal verrouillé. D'accord ? Alors, concernant les différents capteurs qui sont présents dans chacune des baies de train ici, lorsque le train est rentré, le capteur va envoyer un signal logique 1. D'accord ? J'ai peut-être inversé dans le slide que je vous ai envoyé. La vraie valeur, c'est voilà, le train rentré. Ça veut dire que le capteur envoie un 1 logique. Donc, plus 5 volts par exemple, plus 25 volts, ça dépend du système qui est employé. Donc, il y a peut-être une petite correction à ajouter sur ces deux lignes-ci. D'accord ? Et alors quand le train est sorti, cela veut dire que le capteur va envoyer un 0 logique. D'accord ? Alors on va étudier un petit peu les deux cas possibles dans la partie suivante. Premier cas, c'est tout simplement le cas normal où le train est sorti correctement. D'accord ? Ça veut dire que chaque capteur va envoyer un état logique bas ou une valeur de 0. 0, 0, 0. Donc ça veut dire que si je reprends la première porte ici, la NOR, eh bien je vais présenter 0, 0, 0 sur chacune de ces entrées. Donc le fonctionnement de la NOR, c'est la somme des trois variables avec une sortie inversée. D'accord ? Donc je vais faire A plus B plus C et je vais inverser le résultat. D'accord ? Donc c'est présenté ici, A plus B plus C. Le résultat est inversé, donc ça fait 0 plus 0 plus 0, ce qui nous donne 0. J'inverse, ce qui nous donne un 1, logique. Donc ici, en présentant 0 sur chacune des entrées de la porte nord, je vais avoir un 1 logique, donc un état haut à la sortie, qui correspond par exemple à plus 5 volts en physique, présenté avec une tension, à sa sortie. Alors, à la sortie de cette première porte est reliée tout simplement la cathode d'une diode LED rouge. Alors une diode LED, c'est tout simplement une diode qui, lorsqu'elle est parcourue par un courant, va générer de la lumière. D'accord ? Donc quand la diode bloque, elle n'est pas parcourue par un courant, elle n'émet pas de lumière. Quand elle est passante, elle est parcourue par un courant et donc elle va émettre de la lumière. Et ici, c'est une lumière de type rouge qui possède une certaine longueur d'onde. Alors, si je présente un 1, donc un plus 5 volts par exemple à la sortie de ma porte logique, eh bien je vais appliquer plus 5 volts sur la cathode, plus par exemple 5 volts aussi au niveau de son anode, donc j'ai la même tension au niveau de l'anode et de la cathode, donc ça veut dire que la diode ne va tout simplement pas conduire, elle ne va pas être parcourue par un courant, et donc elle va être éteinte. D'accord ? Maintenant si je prends le fonctionnement logique de la deuxième porte, qui a une porte E avec entrée inverseuse, eh bien en présentant 0, 0, 0 sur chacune de ces entrées, je vais inverser chacune des variables pour avoir au final un 1, et donc ici j'ai une porte E qui fait
1 fois 1 fois 1, et donc ce qui va me donner un 1 aussi à la sortie. D'accord? Donc j'ai bien ici A bar fois B bar fois C bar égale 0 bar fois 0 bar fois 0 bar, donc ça me donne 1 fois 1 fois 1, ce qui est présenté ici. Et donc la sortie me donnera un 1 logique, qui est aussi égal à une tension de plus 5 volts par exemple. D'accord? Alors, à la sortie de cette porte logique est présentée une diode LED verte, donc celle-ci elle va émettre une couleur verte lorsqu'elle sera parcourue par un courant, sauf que sa disposition est légèrement différente. Son anode est raccordé à la sortie de la porte logique et sa cathode est reliée à la masse. Donc ici le fait de mettre plus 5 volts sur son anode et la masse sur sa cathode va faire que la diode va conduire, et donc elle va émettre tout simplement de la lumière, et donc la petite LED, la petite lumière verte va être allumée et la lumière rouge va être éteinte. Alors, une question que l'on peut se poser, c'est tiens, si je mets 0 volt, 0 volt, 0 volt sur chacune des entrées de ma porte logique, comment est-ce que ça se fait qu'elle arrive à me sortir plus 5 volts en sortie? Eh bien ça c'est tout simplement parce que chaque porte logique doit comporter et doit être alimentée par une tension auxiliaire. Donc je dois apporter une tension supplémentaire de plus 5 volts par exemple pour faire fonctionner ma porte logique. Et donc ce sera ces 5 volts là d'alimentation qui vont être tout simplement reportés à la sortie. D'accord. Alors, deuxième cas, maintenant, on va tout simplement faire sortir deux trains de manière normale et le troisième train sera, par exemple, non verrouillé. Donc c'est ce qu'on appelle le cas normal, avec un train qui est non correctement sorti. Alors, je représente par exemple le train de droite et le train de nez qui sont sortis correctement. Donc le capteur va envoyer tout simplement un 0 logique. Par contre, le troisième train, le train de gauche, train principal de gauche, lui ne va pas être sorti correctement, et donc le capteur va envoyer un 1 logique, donc un état haut. D'accord? Ce qui va en fait changer la troisième, la première porte, la première entrée de chaque porte logique. Alors si on reprend le fonctionnement de la NOR ici qui est présent ici en bas, eh bien le fait d'avoir 1, 0, 0 sur chacune de ces entrées va me donner 1 plus 0 plus 0, ce qui va faire 1. Et je dois inverser le résultat, comme j'ai une petite boule inverseuse à la sortie de ma porte. Donc je vais avoir 1 inversé, ce qui va me donner un 0 logique, et donc un 0 volt. D'accord? Alors là, ça va complètement changer le fonctionnement de ma diode LED rouge ici, parce que je vais me retrouver avec un 0 volt, quasiment la masse sur sa cathode, et j'ai la tension d'alimentation plus VCC, ou par exemple plus 5 volts, sur son anode. Ce qui va, de ce fait, faire conduire la diode, et donc cette diode-ci va être parcourue par un courant, et donc elle va émettre de la lumière, ici rouge. D'accord? Alors le fonctionnement de la deuxième porte, eh bien nous allons avoir ici 0, 1, 1 présenté sur chacune des entrées. Je dois inverser ces valeurs-là comme j'ai une petite boule inverseuse, donc le 0 devient 1, le 1 devient 0 et le 0 devient 1, ce qui fait que j'ai 1, 0, 1 qui est présenté sur l'entrée de la porte. Alors, ces différentes valeurs-là vont me donner 0 bar fois 1 bar fois 0 bar égale 1 fois 0 fois 1, ce qui va me donner à cause du 0, un 0 logique au niveau de la sortie ici de ma porte, ce qui correspond à un 0 volt. Alors, ici je vais avoir 0 volt appliqué à l'anode, 0 volt appliqué à la cathode, donc ici grosso modo la diode ne va pas conduire, et donc la lumière verte va être éteinte. D'accord? Et donc voilà, ici on a représenté les deux fonctionnements et les deux cas possibles de notre circuit logique ici du train d'atterrissage, qui est tout simplement symbolisé avec deux portes logiques et deux LED et trois capteurs. Alors pour résumer, en fait, pour que la diode verte s'allume, il faut que tous les trains soient correctement sortis, et on dit aussi que si au moins un train n'est pas correctement sorti, la diode rouge s'allume et la lumière verte va s'éteindre pour indiquer tout simplement une défaillance et un warning du système. D'accord? Alors voilà, ça termine la partie du chapitre 3. La vidéo suivante sera consacrée au système pneumatique, qui est le chapitre suivant, et le chapitre 4. Le chapitre 5, pardon, parce que le chapitre 4, concernant le codage, n'est pas vu ici dans le cadre du cours d'automatique. Donc les pages 36, 37, 38, 39 et 40 et 41 ne sont pas vues. D'accord? Donc nous passons directement au chapitre 5, automatisme pneumatique, qui fait l'objet de la vidéo suivante.